La semaine dernière, nous avons multiplié par deux les quatre ensembles linguistiques que sont le Yunsha, le Yonsha, le Noryanchar et le Shoshar. Et voici ce que l'on obtient après un bond de 500 à 1000 ans et quelques mouvements de population. Nous avons maintenant, en plus du Kaven, 8 ensembles linguistiques, le Puncha en vert foncé, le Yursha en rouge foncé, le Twashansha en rouge clair, le Shar en bleu foncé, le Yunash en vert clair, le Shaz en bleu clair, le Shotar en rose, le Shuar en violet et le Kaven en jaune. À la différence des autres semaines, nous avons ici non pas un isoglosse, mais 3 isoglosses. Chacun de ces isoglosses marque une frontière entre deux changements différents. Par exemple, le premier isoglosse, tout au nord, marque la différence entre la règle 6, qui est appliquée au nord, et la règle 5, qui est appliquée au sud de cet isoglosse. R6 et R5. L'isoglosse du milieu marque une frontière entre la règle 4, qui est appliquée au nord, et la règle 3, qui est appliquée au sud. Et l'isoglosse le plus au sud marque une frontière entre la règle 2, qui est appliquée au nord, et la règle 1, qui est appliquée au sud. Alors, règles 1, 2, 3, 4, 5, 6 sont indiquées dans les consignes, donc nous les reverrons un petit peu plus tard. Ce qui nous importe pour le moment, c'est que chacun de ces isoglosses vient séparer les différents ensembles linguistiques que nous avons. Et donc nous nous retrouvons avec de nouveau des dialectes. Nous avons par exemple tout au nord le Puncha A à l'ouest et le Puncha B à l'est. Le Yursha A au nord et le Yursha B au sud. Et vous allez maintenant donc vous diviser, chacun des groupes va se diviser en deux et s'occuper d'un de ces dialectes. Alors je reviendrai après sur la manière dont vous allez retrouver les règles qui correspondent à chacun des dialectes. Passons d'abord aux consignes. Donc cette semaine, nous allons terminer l'évolution de nos langues fictives et ensuite on fera des exercices sur le résultat de ces évolutions. L'exercice de cette semaine sera un petit peu comme la semaine dernière en deux étapes. Vous allez d'abord, pour mercredi minuit, c'est-à-dire demain minuit, proposer chacun une règle de type chaîne de propulsion ou chaîne de traction. Et de mon côté, je retiendrai pour chacun de vos groupes l'une de ces règles qui sera appliquée pour l'ensemble du dialecte dont vous vous occuperez. Alors je vais expliquer un petit peu plus tard ce qu'est une chaîne de propulsion et ce qu'est une chaîne de traction. Et avant lundi prochain, minuit, vous ferez évoluer la phonétique d'environ 100 mots chacun. Alors, ce sera en fonction du nombre de personnes qu'il y a dans votre groupe. Donc, moins de 100 ou plus de 100 en fonction du nombre de mots et du nombre de personnes. C'est à vous de faire la division. Vous illustrerez au moins 2 allomorphies en déroulant 2 paradigmes morphologiques. Je vous expliquerai ce que j'entends par là. Alors, l'allomorphie, c'est quelque chose qui a assez mal fonctionné dans l'exercice de la semaine dernière, donc j'y reviendrai. Et enfin, vous éviterez les homophones, en générant de nouveaux mots, soit par combinatoire, ce qu'on a déjà fait, soit par emprunt, j'en parlerai un petit peu plus tard. Et pour les évolutions phonétiques, vous allez utiliser la chaîne de traction ou la chaîne de propulsion que vous aurez définie et que je retiendrai. Mais en plus de cela, vous allez respecter tout un ensemble de règles en fonction de la position géographique de l'ensemble dialectal dont vous vous occupez et en fonction de l'ordre indiqué par les numéros des règles. Donc ces règles, vous les avez dans la liste ici. Elles sont appelées R1, R2, R3, R4, R5 et R6. C'est exactement les noms que vous avez sur la carte. Et vous avez leur définition juste à côté. Donc par exemple, la règle 1 nous dit qu'une occlusive sourde devient une affriquée, sourde bien sûr, en début de mot. La règle 2 nous dit que une voyelle longue suivie d'une consonne ou une voyelle brève suivie d'une consonne devient une voyelle longue avec la consonne qui chute, si c'est en fin de mot. La règle 3 nous dit qu'une occlusive alvéolaire, donc te ou de, devient une occlusive glottale entre deux voyelles. La règle 4 dit qu'une fricative devient h après une voyelle, c'est-à-dire en fin de mot, devant une consonne ou en position intervocalique. La règle 5, une voyelle longue ou une diphtongue est réduite à sa première partie, que ce soit en fin de mot ou dans une syllabe fermée. Donc attention, vous avez une consonne avec un petit point, ça veut dire une consonne qui est juste devant une frontière de syllabes, donc une syllabe fermée. Et la règle 6
dit qu'un glide, une semi-voyelle, le ye, le we et le ue, deviennent occlusive plus glide en début de mot. Alors, quel est l'équivalent occlusif d'un glide ? Pour le ye, c'est normalement l'occlusive palatale gue, comme ceci. Vous pouvez éventuellement mettre un ge, ça ne me dérangera pas, mais faites quelque chose d'homogène. Et pour le we, l'équivalent occlusif, c'est soit un be, soit un ge. Généralement, ça devient un ge. Rappelez-vous que le we est labio-vélaire, donc les deux occlusives sont théoriquement possibles. Mais généralement, quand on a ce genre d'évolution, c'est plutôt vers un ge. Et enfin, la chaîne de traction ou de propulsion sera appliquée en dernier. Alors je vais parler de la chaîne de traction et de propulsion dans un instant, mais d'abord revenons un tout petit peu sur la carte pour que vous compreniez comment appliquer ces règles. Alors je vais prendre l'exemple du Caven A et du Caven B. Donc ce sont les langues que j'utilise comme exemple à chaque fois. Donc le Caven A qui se trouve ici au milieu de la carte, c'est la partie en jaune qui se trouve au nord. Eh bien, quelle règle s'applique à cet ensemble linguistique ? Il se trouve au sud de la ligne que je marque, que je désigne ici avec le curseur. Donc s'il se trouve au sud, ça veut dire qu'il est concerné par la règle 5. Très bien. Ensuite, il se trouve au nord de la ligne du milieu, donc il est concerné par la règle 4. Okay. Et il se trouve au nord de la ligne qui est tout en bas, donc il est concerné par la règle 2. Autrement dit, pour le Caven A, pour le dialecte A du Caven, je vais appliquer les règles 2, 4 et 5. Pour le Caven B, je vais appliquer les règles 2, 4 et 6. Voilà, donc c'est de cette manière que vous définirez les règles qui s'appliquent pour votre ensemble dialectal. Et en plus de cela, donc vous allez proposer une règle de type chaîne de traction ou chaîne de propulsion. Alors qu'est-ce que c'est ? Je vous explique. Alors c'est dommage que vous n'ayez pas bien lu le dernier texte de Martinet qui se trouvait page 8, je crois, du dernier exemplier, car c'est justement en lien avec ce que je vais expliquer maintenant. Il se trouve que lorsqu'on a un changement phonétique, ce changement phonétique, généralement, peut avoir un impact sur la structure de la langue, et notamment sur la structure phonologique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Par exemple, si vous avez une langue avec, disons, deux consonnes P et B, et qu'une règle vous dit que le P devient un P aspiré, par exemple, et que le B devient également un P aspiré, un P aspiré. Qu'est-ce qui se passe alors ? Eh bien, il se passe que j'ai une neutralisation. Dans la langue mère, j'avais deux phonèmes, et dans la langue fille, je n'ai plus qu'un seul phonème. Or, les langues ne peuvent pas se permettre de perdre toutes les oppositions. Si une langue perd toute opposition phonologique, eh bien, on ne peut plus différencier les mots. Donc, il y a une fonction dans la langue qui, en quelque sorte, oriente l'évolution. Et cette fonction, c'est la fonction communicative. Donc je vous laisse lire ce texte de Martinet. Vous aurez des consignes que je mettrai par mail sur les textes de cette semaine et ce texte de Martinet, mais il faudra que vous vous renseigniez un petit peu plus là-dessus. Donc je reviens sur mon propos. Il y a une fonction de communication qui oriente l'évolution des langues. Alors comment elle oriente l'évolution des langues ? Eh bien, il se trouve que lorsqu'on a un changement d'une consonne vers un autre son, par exemple ici le P qui évolue vers un P, eh bien, si j'ai déjà un P dans la langue, imaginons que dans la langue mère, j'ai déjà un P, eh bien, ce P va être, en quelque sorte, poussé, enlevé de la case qu'il occupe et repoussé vers autre chose. Et cette autre chose, par exemple, ça peut être un Pf, mettons. Alors, en API, ce sera mieux. Voilà. C'est pas très beau, bon, peu importe. Je vais le mettre sans le petit chapeau, tant pis. Voilà, vers un pf. Et imaginons que la langue a déjà un pf, et bien dans ce cas-là, ce pf, si on ne veut pas avoir de neutralisation, sera de nouveau repoussé vers encore quelque chose d'autre. Par exemple, vers un f. Si la langue n'a pas de f, très bien, on s'arrête là.
Mais si la langue a également un feu, eh bien on a un risque encore une fois de neutralisation. Et donc cette fonction de communication impose à ce feu de se déplacer lui aussi pour maintenir l'opposition vers quelque chose d'autre. Et ça peut être par exemple, n'importe, ça peut être un ou, quelque chose qui bien sûr doit phonétiquement être cohérent, qui doit être crédible. Voilà, et donc ce type de phénomène, cet ensemble de changements pour éviter, cette chaîne de changements pour éviter une neutralisation, c'est ce qu'on appelle une chaîne de propulsion. C'est-à-dire qu'on a un premier changement qui implique le changement d'un autre segment afin de ne pas avoir cette neutralisation. Donc ça, c'est une chaîne de propulsion. Et on va voir maintenant ce qu'est la chaîne de traction. Imaginons que dans notre langue, nous avons, eh bien, on va prendre par exemple le feu, le pfe, le pe et le pe. D'accord ? Mais cette fois-ci, les choses fonctionnent différemment. Imaginons que c'est le fe d'abord qui évolue vers un oué. Qu'est-ce qui se passe alors ? Il se passe que dans cette langue, il n'y a plus de fe. Si le fe évolue systématiquement vers un oué, on n'a plus de fe. Donc la position occupée par le fe se retrouve vide. Et si elle est vide, c'est qu'elle peut être occupée par autre chose. Et donc elle laisse une liberté au fe pour pouvoir évoluer vers un fe. Puis, on a le pe qui peut également évoluer vers un fe, puisque la position est libre également. Et la position du pe étant libre du fait de cette nouvelle évolution, le pe peut évoluer vers un pe. Donc on se retrouve avec exactement le même phénomène, sauf que cette fois-ci, le changement débute avec l'évolution du fe vers le oué. Et ça, c'est une chaîne de traction. Alors vous me direz, quelle est la différence entre les deux ? Au final, c'est la même chose, sauf que le changement ne s'est pas déroulé dans le même ordre, mais on n'a pas forcément toujours accès à cet ordre. Eh bien, il y a quand même une différence importante. Une chaîne de propulsion, on l'a vu, c'est un changement qui est motivé par la nécessité de ne pas avoir de neutralisation. La chaîne de traction, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le but n'est pas d'éviter une neutralisation, mais d'éviter d'avoir une trop grande distance phonétique entre deux phonèmes. Autrement dit, je recommence un exemple de chaîne de traction. Imaginons que, cette fois-ci, je pars d'une langue qui contient les sons suivants. P, P, F, F. Et imaginons maintenant que le fe évolue vers un oué. Eh bien, j'ai une neutralisation. Mais cette neutralisation libère tout de même la place du fe, qui peut du coup être occupée par le fe, qui devient un fe, dont la place peut du coup être occupée par le pe, qui devient un fe, dont la place peut maintenant être occupée par le pe, qui devient un pe. Vous voyez la différence, c'est que la chaîne de traction n'interdit pas qu'il y ait, au final, en résultat de cette chaîne, une neutralisation. Alors que la chaîne de propulsion interdit toute neutralisation, puisque le principe même de ce phénomène, c'est qu'il n'y ait pas de neutralisation. Donc ce que je veux que vous fassiez, c'est proposer une chaîne de propulsion ou une chaîne de traction, c'est un peu comme vous voulez, donc neutralisation ou pas de neutralisation, pour votre langue. Donc on va maintenant passer au tableur. Donc ici, vous voyez que j'ai mis les règles qui existent déjà pour le Caven A, et maintenant je vais proposer une chaîne de propulsion ou une chaîne de traction. Encore une fois, il faut que ce soit phonétiquement crédible. Donc je ne peux pas dire, par exemple, pe devient te devient que, le changement est trop énorme. On n'a pas vu de mécanisme phonétique qui correspond à ce changement. Un pe qui devient un te, c'est pas une assimilation, s'il n'y a pas de conditionnement avec les segments voisins, et c'est pas une lénition, c'est pas une fortition, c'est pas une métathèse, c'est pas un mécanisme qui existe. En revanche, on pourrait imaginer par exemple que le pe, alors je vais le noter comme ça parce que je n'ai pas sur mon clavier le petit h, et je vais prendre trop de temps pour aller le chercher, donc on peut imaginer que le pe devient fe. Étant donné que j'ai déjà un fe, il me semble que j'ai déjà un fe, le fe devient un ve, et si j'ai déjà un ve, le ve devient un oué. Alors je n'ai pas vérifié si j'avais effectivement ces sons. C'est à vous de vérifier pour que vous ayez quand même une règle qui soit applicable. Donc ça, c'est un exemple de chaîne de propulsion, encore une fois. Toutefois, je préférais que vous le fassiez sur des classes.
Donc par exemple, au lieu de faire p, f, etc., je peux faire occlusive aspirée devient fricative, qui devient, j'avais quoi tout à l'heure, fricative sonore, il me semble. Donc j'aurais dû indiquer fricative sourde ici. Qui devient, eh bien, c'est là le problème, c'est que pour tous les consonnes, on n'aura pas forcément un glide. On va dire un glide quand même. Hein. Tant pis, c'est-à-dire que le fe deviendra un we, le v, pardon, deviendra un we, le z deviendra un ye, le re deviendra un we également. Donc on aura une neutralisation à la fin, ce qui veut dire que c'est peut-être plus une chaîne de traction qu'une chaîne de propulsion. Bon, j'ai oublié de dédoubler les crochets pour qu'ils soient apparents dans le tableur, ça n'a aucune importance. Voilà, donc ça c'est une chaîne de traction, et je vais maintenant pouvoir l'appliquer, voir ce que ça me donne. Donc, on va commencer par le premier mot, yang, qui veut dire oiseau. Alors, qu'est-ce que j'ai comme changement? J'ai le premier changement qui me dit que la consonne finale disparaît et provoque un allongement de la voyelle précédente. Bon, alors, on commence, ça me donne ya. Ensuite, les fricatives deviennent h après les voyelles. Là, j'en ai pas. Une voyelle longue s'abrège en position finale, donc je n'ai pas ya, mais ya. Et enfin, occlusive aspirée devient fricative sourde devient fricative sonore, et fricative sonore deviennent des glides. Là, j'ai un glide, donc je ne bouge pas. Ensuite, j'ai le mot cow. Alors, c'est étrange, normalement, ça ne devrait pas être... Petite erreur, là, quelque chose qui... Ça devrait être des consonnes aspirées. Bon, peu importe, je modifierai ça en dehors de la vidéo, ça n'a aucune importance. Bien, donc, la consonne finale disparaît, il n'y en a pas de fricative. La voyelle finale ou la diphtongue finale s'abrège et se réduit à son premier composant, donc j'ai K. Et enfin, occlusive aspirée devient fricative sourde, qui devient fricative sonore, qui devient glide. Alors, le problème, c'est que ici, je n'ai pas l'aspirée. Normalement, je devrais l'avoir, il me semble, à moins que je sois trop fatigué pour m'en souvenir. Mais on va faire comme si l'aspirée était là. Donc, si j'ai une aspirée, je dois avoir une fricative à la place maintenant. Ha, comme ceci. Pour le mot suivant, du coup, je m'attends à avoir hi. Pour le mot suivant, je m'attends à avoir hei. Le mot suivant, heu, etc., etc. Je crois qu'au final, vous avez un peu compris le principe. Faites un peu plus attention sur ces règles. Les dernières règles, vous aviez fait beaucoup d'erreurs. Essayez d'être attentif pour celle-ci tout de même. Alors, juste une petite précision sur la notation de la chaîne de traction de propulsion. Vous voyez que ici, vous avez plusieurs fois des chevrons. C'est pas une forme très conventionnelle pour noter la chaîne de propulsion ou la chaîne de traction. C'est pas une version formelle. C'est assez intuitif, mais ce n'est pas formel. Donc, ne pensez pas que l'occlusif aspiré devient d'abord une fricative sourde, puis la même devient une fricative sonore, puis un glide. Non, c'est pas ça. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui s'enchaîne. C'est on a cette évolution-là, on a en parallèle cette évolution-là, et on a en parallèle cette évolution-là. Pas les unes à la suite des autres. Donc une version plus correcte de cette formulation, de cette formule, serait plutôt quelque chose comme ceci. Avec les accolades, comme cela, le chevron ensuite, de nouveau les accolades, et là je mets fricative sourde pour les occlusives aspirées. Alors bien sûr, je n'ai pas les accolades qui apparaissent, un instant. Donc, fricative sourde pour les aspirées. Ensuite, fricative sonore pour les fricatives sourdes, puis glide, deux fois,
à la fois pour les fricatives sonores. D'ailleurs, je ne devrais même pas l'indiquer. Je pourrais aussi éviter d'indiquer glide ici, tout simplement. Voilà. Et là, je ferme les accolades. Bon, j'ai encore oublié de répéter 2 fois, mais ça marche quand même. Apparemment, dans les accolades, ça marche. Voilà, donc vous avez la règle. Elle est un peu longue. Voilà, vous avez la règle en entier ici. Bien, donc ça c'est pour l'aspect phonétique, donc rien de très très compliqué, c'est un petit peu comme d'habitude. Ce qui m'intéresse le plus, bien sûr, c'est la règle. Donc chacun va proposer une règle, et à la fin, je vous indiquerai, c'est-à-dire à la fin, d'ici jeudi matin environ, je vous indiquerai laquelle il faudra suivre. Ensuite, la consigne suivante. Après avoir fait évoluer la phonétique d'environ 100 mots, et avoir proposé bien sûr une règle de type chaîne de propulsion ou chaîne de traction, vous allez illustrer au moins 2 allomorphies en déroulant 2 paradigmes morphologiques. Alors je reviens un petit peu sur ce que vous aviez fait la semaine dernière. Les allomorphies, j'ai l'impression que vous n'avez vraiment pas compris du tout le principe. Beaucoup d'entre vous m'ont simplement répété dans allomorphe 1 la forme de la langue mère, et dans allomorphe 2 la forme qui évolue à partir de la langue mère. Ce n'est pas du tout ce qui est présent ici. Alors, effectivement, ici, l'allomorphe 1 ressemble à celui qu'on a dans la langue mère, quoi et quoi, ou ici ma et ma, mais ma, ici, est une évolution du ma de la langue mère. Simplement, c'est une évolution dans un contexte donné. Alors, lequel? Eh bien, dans un contexte, regardons un petit peu, l'autre allomorphe, c'est ba. Où est-ce qu'on nous dit qu'une nasale devient une occlusive? Ici. Une nasale devient une occlusive après une nasale. Donc, ce suffixe-là, ba, il se trouve dans la langue fille après une consonne nasale. Tandis que ce suffixe-là, ma, se trouve dans la langue fille également, mais après quelque chose qui n'est pas une consonne nasale. Donc, soit une voyelle, soit une autre consonne. Ici, quoi s'observe après une consonne, tandis que roi s'observe après une voyelle. C'est le résultat des règles en 4 et 5. Mais les deux s'observent dans la langue fille, et c'est ça une allomorphie. Il ne s'agit pas d'une évolution entre l'allomorphe 1 et l'allomorphe 2. Les deux coexistent dans la langue. Donc cette semaine, pour être sûr que vous avez bien compris ce principe, je vais vous demander de faire... C'est un peu le même principe, sauf que vous allez créer un paradigme avec des exemples de contextes dans lesquels on trouve chacun de ces allomorphes. Donc par exemple, là j'avais l'exemple de ma et ba. Bon, ma et ba qui indiquent des noms, puis quoi et roi qui indiquent des adjectifs. Donc, je vais prendre une racine, je vais prendre, mettons, allez, os, donc c'est cueil. Donc je fais un paradigme à partir de cueil. Alors en l'occurrence, il aura évolué dans la langue fille, donc je ne vais pas prendre cueil, mais cueil. Donc ça me donne cueil. Alors en API, ce sera mieux. Je suis après une consonne qui n'est pas une nasale, donc ma. Heima, c'est un nom à partir de os. On peut imaginer que c'est par exemple squelette. Maintenant, je vais prendre le suffixe pour créer un adjectif qui est quoi ou roi en fonction du contexte. Là, nous sommes après une consonne, donc c'est quoi. Donc ça me donne heuil. Alors attention, ça ne me donne pas heuil quoi, puisque j'ai des règles ici qu'il faut que j'applique. En fin de mot, le wa devient ou. Ça me donne heuiku. Heuiku, qui veut dire un adjectif à partir de os, donc par exemple osseux. Etc. etc. Donc, vous m'en faites d'autres. Hein. Et l'important, c'est que je puisse voir au moins 2 allomorphies par personne. Et là, on n'a pas terminé l'exercice. Maintenant, il me faut les mêmes suffixes, mais dans un autre paradigme où je vais pouvoir observer l'allomorphie. Donc ici, j'étais après une consonne, mais maintenant, il faudrait que je regarde ce qui se passe après une voyelle. Alors le problème, c'est qu'après la voyelle, vous voyez, ma va rester ma, donc il faudrait un autre suffixe. Mais après une voyelle, je pourrais, par exemple, prendre... Qu'est-ce qu'on peut faire comme adjectif avec ongle? On va prendre plutôt... Allez, ra, qui veut dire couper. Bon. Alors, ra...
avec le suffixe pour le nom, eh bien, c'est toujours ma, puisque le b, la forme ba, n'apparaît que après une nasale. Donc c'est toujours ma, donc cette fois-ci je n'ai pas d'allomorphie, donc il faudra que je crée d'autres lignes pour pouvoir avoir mes deux allomorphies. Et rama veut dire par exemple un nom en rapport avec le verbe couper, je ne sais pas, une coupe, mettons. Et même racine, ra, cette fois-ci avec le suffixe qui indique un adjectif, ça va me faire rahu. Rahu. Alors attention, j'ai une règle aussi qui me dit que les fricatives après voyelle deviennent ha, donc ce n'est pas rahu, c'est rahu dans la langue fille. Est-ce que j'ai une autre règle que je n'aurais pas prise en compte? Non, je crois que c'est bon. Donc rahu, qui veut dire coupant, par exemple. Voilà, donc je vous laisserai trouver deux allomorphes à chaque fois. Vous avez compris le principe. Donc il me faut un paradigme, et puis à chaque fois, bien sûr, vous me marquez l'auteur dans la colonne d'à côté, sinon je ne sais pas qui a fait quoi. Voilà, alors on n'a pas encore tout à fait terminé. Il nous manque encore une consigne. Éviter les homophones en générant de nouveaux mots par combinatoire ou par emprunt. Donc on va revenir à notre tableur. On va regarder un petit peu où sont les homophones. Donc par exemple ici, j'ai des homophones. J'ai he et he. L'un veut dire un nom et l'autre veut dire une plume. Bon, c'est un peu embêtant d'avoir des homophones. Alors bien sûr, ça existe dans les langues. Vous avez l'exemple le plus fameux en français, c'est vert, qui peut dire soit la couleur, soit un lombric, soit un objet pour boire. Donc ça existe bien sûr, mais le problème, c'est que lorsque vous avez une homophonie, entre plusieurs mots, eh bien ça crée une neutralisation qui peut être embêtante. En fonction de la proximité sémantique ou syntaxique entre deux mots, il peut y avoir une ambiguïté qui se crée dans certaines phrases. Et donc, ça va à l'encontre de la fonction de communication que l'on a déjà abordée de la langue. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Eh bien, c'est exactement le même principe qu'une chaîne de traction. Si vous avez deux mots qui finissent par avoir exactement la même prononciation et que cela crée une ambiguïté, la langue va chercher à différencier tout de même ces deux mots, soit en allant chercher un emprunt dans une langue voisine, soit en créant un nouveau mot par combinatoire, ce que vous avez déjà fait. Et donc c'est ce qu'il va falloir faire ici. Donc c'est à vous de choisir. Donc là, j'ai nom et plume. Est-ce que je vais chercher un emprunt dans une langue voisine, ou est-ce que, colonne en G, je crée un nouveau mot par combinatoire? C'est à vous de choisir. Si vous allez chercher un emprunt, il faut que cet emprunt soit crédible. Donc par exemple, ici nous sommes dans le Kaven A. L'emprunt devrait se trouver soit dans le Puncha A, soit éventuellement dans le Shuar A ou le Kaven B ou le Shuar B, mais pas dans le Tuashancha B, puisque cette langue est à l'opposé de la carte. Donc faites attention à rester crédible. Et si, en l'occurrence, dans la langue voisine, il n'existe pas de mots de ce type, eh ben, vous n'avez pas le choix, il faut fonctionner par combinatoire. Donc, par exemple, je ne sais pas, poil d'oiseau, je ne sais pas si j'ai le mot pour poil, etc. Bon, vous connaissez le principe déjà. Voilà, et lorsque vous avez fait tout ceci, vous avez fait l'ensemble des exercices qu'il faut faire pour la semaine prochaine. Alors, juste une petite précision, je ne sais plus si j'en ai parlé. J'ai oublié, donc au pire, je me répète. Les règles qui sont ici, vous en avez 3 par langue, en plus de la chaîne de traction ou de propulsion. Ces règles, comme d'habitude, doivent être appliquées dans l'ordre. Donc la règle 1 s'applique avant la 2, la 3, la 4, la 5 ou la 6. La 2 avant la 3, la 4, la 5 ou la 6, etc., etc. Et la chaîne de traction ou de propulsion s'applique en dernier. Je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur cet exercice de tableur. Alors juste un mot maintenant sur les textes. Il y avait ce texte de Martinet ici, qu'il fallait lire et que vous avez très peu lu ou très peu compris. En tout cas, j'ai eu très peu de questions sur ce texte. Et c'est bien dommage parce qu'il est plutôt important, voire c'est le plus important de l'ensemble des textes qu'il y avait à lire cette semaine. Alors, ce que vous allez faire maintenant pour la semaine qui vient, c'est que vous allez prendre les nouveaux textes, l'exemplier numéro 3,
vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a une première page avec une liste de règles qui concerne l'évolution plus ou moins simplifiée du latin vers le français. Et ensuite, vous avez un ensemble de mots avec à gauche le latin, à droite le français, puis, page suivante, à gauche le latin, à droite l'italien, puis le normand, puis l'espagnol, puis le portugais, puis le roumain. Vous pourrez difficilement poser des questions sur ces textes-là, sur cet ensemble de mots. Donc ce que vous allez faire, c'est les personnes qui doivent normalement poser des questions vont devoir prendre un mot ici en latin et en français, définir son évolution à partir des règles qui sont ici, prendre en particulier l'une de ces règles et dire de quel type de règle il s'agit. Donc est-ce qu'il s'agit d'une lénition, d'une fortition, d'une métathèse, etc., etc. Et la personne qui répond à ce commentaire, parce qu'on ne peut pas appeler ça une question, qui répond à cet exposé, va devoir prendre la règle qui a été en particulier, qui a fait l'objet d'un focus par le premier intervenant, va devoir prendre cette règle et prendre un exemple en italien, en normand, en espagnol, etc., où cette règle ne s'applique pas dans le même mot. Alors, si cette règle, en l'occurrence, s'applique partout, eh bien, vous prenez une autre règle. Vous dites, voilà, je ne sais pas, par exemple, pour le français, on a calidum chaud, on a le que qui devient che. Il se trouve que en italien et en normand, on n'a pas le che, en espagnol, on n'a pas le che, en portugais, on n'a pas le che, et en roumain, on n'a pas le che. Donc là, vous pouvez assez facilement dire que la règle ne s'applique pas. En revanche, on a des exemples un petit peu plus compliqués, comme par exemple, où se trouve cette règle Voilà, la règle en 4 qui nous dit que les consonnes finales chutent. Bon, eh bien ici, alterum, on a le me qui chute dans autre. En italien, il chute aussi, en normand, il chute aussi, en espagnol aussi, en portugais également, et en roumain également. Là, vous êtes un petit peu embêté. Donc il va falloir me dire, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a comme règle ici en français qu'on ne trouve pas dans les autres langues. Donc par exemple, on a le A qui devient O au contact du L. C'est pas le cas en italien, c'est pas le cas en normand où on a une diphtongue, c'est le cas en espagnol, mais c'est pas le cas en portugais, et c'est pas le cas en roumain. D'accord ? Donc vous faites ceci, pour ceux qui répondent, et en plus de cela, vous essayez, même vous le faites, vous n'essayez pas seulement, vous expliquez cette règle à partir du texte de Martinet que je viens d'aborder. Martinet, vous allez voir, explique quels sont les mécanismes qui conditionnent l'évolution des langues en rapport avec la fonction de communication dont j'ai parlé à l'instant. Et il faudra me dire quel est le mécanisme évoqué par Martinet qui permet de conditionner, qui conditionne la règle que l'on observe. Voilà, alors si vous avez des questions sur ce que c'est cette consigne, vous me la posez dans le forum. Je crois que j'ai fait le tour des consignes. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose ? Je ne crois pas. Sur la liste des groupes, ne soyez pas étonnés, certains groupes ont 4 personnes, d'autres ont 3 personnes. C'est normal, vous étiez 7 dans chaque groupe la dernière fois. J'ai essayé de mettre 4 personnes dans les groupes où il y a une personne qui a tendance à ne pas être très active sur les exercices, par exemple. Voilà, donc pour essayer d'équilibrer un petit peu. Faites attention au nom des langues. Alors bien sûr, entre A et B, ne vous trompez pas. Mais faites aussi attention, par exemple, on a le char et le choir. Bon, c'est pas la même langue. Le char et le chaz, c'est pas la même langue non plus. Ne confondez pas ces langues. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Eh bien, donc, pensez à faire l'exercice. Vous serez principalement noté sur... pensez à bien faire l'exercice, pardon. Vous serez principalement noté sur la règle de traction et sur l'allomorphie. Donc faites bien attention en particulier à ces aspects-là. Mais essayez aussi d'appliquer les règles de façon correcte, car cela aura un impact sur la suite des exercices du semestre. Et si c'est mal fait, je ne pourrai pas le faire à votre place. Ah oui, c'est une parenthèse que je voulais faire aussi. Cette semaine, vous voyez que je n'ai pas pu corriger tous les mots un par un. Je suis depuis ce matin sur les corrections et c'est très 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 long, donc c'est impossible de faire plus vite. La semaine prochaine, comme on a doublé maintenant le nombre de langues, je pourrai encore moins corriger les règles. Donc essayez de le faire très très sérieusement. Voilà, bon travail.